Donc nous allons ouvrir la première page de notre émission. On va la consacrer à l'incarcération du président de la République, de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. C'est une image historique, bien évidemment. Pour cela, nous allons débattre avec des experts, des invités. On va recevoir par exemple sur ce plateau Pierre Botton. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être là. Vous êtes Merci à vous. Ancien détenu, auteur de « Quand les détenus font la loi » aux éditions Robert Laffont. Alors, on va débattre avec vous, avec des magistrats, avec des historiens. Mais avant de vous entendre les uns les autres sur cette information, on va tout de suite sur le terrain. À quoi vont ressembler les conditions d'incarcération de Nicolas Sarkozy? L'ancien chef de l'État se dit serein et ses affaires sont, dit-il, prêtes. Des photos, des livres compris. Alors, il a annoncé tout ça. Voilà les dernières informations, les dernières images commentées pour nous ce soir par Maryse Burgot. Quand il se déplacera dans la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy ne croisera aucun autre détenu. Il sera seul dans une cellule de 9 mètres carrés, seul aussi lorsqu'il sera en promenade 2 fois par jour dans une cour sans vis-à-vis. Un placement en isolement pour qu'il ne soit pas agressé, apostrophé ou photographié par d'autres prisonniers. Le ministre de la Justice annonce qu'il s'en assurera lui-même. J'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité, évidemment, c'est mon rôle. L'ancien président qui a reçu aujourd'hui la visite de son ami Édouard Balladur prépare donc sa valise. Carla Bruni, son épouse, a posté ce message sur un réseau social. Il semble montrer les 10 photos que son mari est autorisé à apporter. Il viendra aussi avec les tomes 1 et 2 du Comte de Monte Cristo. Ce roman relate la détention puis la vengeance d'un héros injustement condamné. Il lira ou relira aussi cette biographie consacrée à Jésus. Un téléphone fixe dans sa chambre lui permettra d'appeler ses proches. Ils seront autorisés à le visiter 3 fois par semaine. Et l'on apprend aujourd'hui qu'Emmanuel Macron l'a reçu vendredi avant cette incarcération prévue demain matin. Il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. À l'instant même où Nicolas Sarkozy entrera en prison, ses avocats déposeront une demande de mise en liberté. On comprend bien avec ce sujet de Maryse Burgot qu'on est devant une situation pratiquement sans précédent. Pour la commenter avec nous, Florence Rouas, vous êtes avocate pénaliste et vous allez nous expliquer bien à quoi a le droit un détenu, même ancien président de la République. Et puis, j'accueille Fabrice d'Almeida. Merci d'être là avec nous ce soir. Historien, président de l'Institut français de presse. La première question, elle est pour vous. De mémoire, comme ça, un chef d'État français incarcéré. Il faut remonter à Philippe Pétain, condamné à perpétuité dans son fort sur l'Île-Dieu, pour voir une telle séquence. Oui, mais comparaison n'est pas raison. C'est deux situations très différentes. Non, mais c'est vrai que sous la Ve République, il y a eu un président condamné, Jacques Chirac, par exemple, mais c'était du sursis, donc il n'a pas eu de contraintes par corps. Nicolas Sarkozy, lui, a déjà eu un bracelet électronique, ce qui est une forme de substitution à la prison, et donc effectivement, il est le premier à aller derrière les barreaux, derrière la porte de la prison de la Santé. Avant Philippe Pétain, au lendemain de la guerre, qui avait été condamné pour haute trahison à mort, puis peine commuée par le chef du gouvernement provisoire d'alors, c'est-à-dire le général de Gaulle. Avant eux, il faut remonter le haut dans le 19e siècle pour retrouver un Napoléon, ou avant eux, sous la Révolution, Robespierre, Danton, fond de la prison, tout comme Louis XVI. Mais à l'époque, on peut dire que la rigueur de la justice était quand même beaucoup plus rude vis-à-vis des hommes politiques qu'aujourd'hui. Pour l'historien que vous êtes, sans juger de l'affaire sur le fond, cette incarcération, c'est le signe de quoi? De l'équilibre en France entre les pouvoirs exécutifs, politiques et le contre-pouvoir judiciaire? Oui, je ne suis même pas sûr que ce soit exactement ça la question. La question, c'est est-ce qu'en France, tout le monde est justiciable? Je crois que là, la réponse apportée est oui, tout le monde est justiciable. Tout le monde peut être condamné en justice. Et je sais qu'il y a des gens qui râlent sur cette procédure, mais le fait que même éventuellement, on puisse se tromper à propos d'une haute personnalité montre que nous sommes dans un système où, en gros, maintenant, tout le monde passe en justice et peut... à raison de ses fautes, être condamné. Alors on va rentrer maintenant sur le fond de l'affaire. Quels sont les termes exacts d'abord de la condamnation de Nicolas Sarkozy? De quel recours disposera-t-il une fois incarcéré? Je vous propose les explications de Paul-Luc Monnier. Un condamné,
À la une de tous les journaux, ou presque aujourd'hui. 5 ans de prison, et chez les Français, un avis souvent tranché. Ah bah oui, ça me questionne, et ça me déplaît. Derrière tout ça, il y a un esprit de vengeance. J'ai confiance dans les juges, je pense pas qu'ils prennent ça de gaieté de cœur. Alors, pourquoi cette condamnation ? Au cœur de l'enquête, les soupçons de financement de la campagne de 2007 par le dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Nicolas Sarkozy est condamné pour association de malfaiteurs. En revanche, il est relaxé pour les faits de corruption. En clair, pour la justice, l'intention du projet de corruption est démontrée, pas la corruption en elle-même. Satisfaction de cet avocat des parties civiles. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mis en place un processus destiné à obtenir un financement. L'existence d'un pacte corruptif, ça a été dit par le tribunal. Désormais, quels sont les recours ? Une fois derrière les barreaux, l'ancien président pourra faire une demande de remise en liberté. La justice aura alors 2 mois pour l'étudier et statuer. Dans son entourage, certains comme Henri Guénaud réclament une grâce présidentielle à Emmanuel Macron. Dans l'immédiat, c'est impossible, car Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation. Pierre Breton, je me tourne vers vous. Vous avez effectué 2 séjours en prison, l'un pendant 600 jours, entre 1996 et 1997, totalement à l'isolement. Le second, entre 2020 et 2022, vous aviez été condamné pour abus de biens sociaux et recel, incarcéré dans cette même prison de la santé. Alors un mot avant tout sur ce que l'on ressent comme homme la veille d'une incarcération. Je vais vous dire, ce qu'il vit depuis qu'il a connu la sentence, c'est juste terrible. Voilà, donc il l'exprime comme... il le gère comme il veut. Vous voyez, je veux dire, mais lui et sa famille, c'est juste terrible. Et plus l'échéance arrive, c'est vraiment... enfin, je ne sais pas qui a décidé de le faire comme ça. Ensuite, puis on le reçoit, puis on lui dit dans 10 jours. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très, très dur. J'étais arrêté à la barre, moi. Mais la deuxième fois... Concrètement, dès le jugement, vous êtes parti en prison. Alors à chaque fois, ils me le font à chaque fois. Mais la dernière fois, en fait, je ne me suis pas présenté parce que je ne voulais pas donner cette image-là. Donc j'étais chez moi, en fait, à 500 mètres du... Donc j'y suis allé après. D'ailleurs, on peut pas... Vous sachez qu'on ne peut pas rentrer comme ça à la prison de la santé. Voilà, bon, peu importe. Mais c'est... ce qu'il vit ce soir est particulièrement dur. C'est dur pour tous les détenus, et c'est très dur pour lui. Et moi, j'ai une vraie pensée pour lui, pour sa famille, parce que je les aime beaucoup. Et ils m'ont toujours soutenu. Et puis, demain soir, ça sera... encore plus dur. La première nuit. Florence Roas, en tant qu'avocate pénaliste, qu'est-ce qu'on peut dire à son client lorsque la première journée, la première nuit arrive ? D'abord, déjà, c'est pas Monsieur Sarkozy, c'est pas un client comme les autres, c'est pas un client lambda. Et moi aussi, je suis comme Monsieur Breton, j'ai une grande pensée pour lui ce soir et pour sa famille, parce que je trouve ça vraiment très très dur que dans notre pays, dans le contexte, pour les faits qui lui sont reprochés, alors qu'il a fait appel. Voilà, on examinera les faits. Alors qu'il a fait appel. Les faits, vous savez, moi, je ne connais pas le dossier en lui-même, qu'on soit bien clair. Je ne suis pas dans le dossier. Mais ce que je sais, en revanche, c'est que ce qui m'a choqué dès le départ dans cette affaire, c'est la question de l'exécution provisoire. Voilà, c'est ça qui me gêne, moi. Par ailleurs, qu'il y ait un mandat de dépôt différé, c'est plutôt bien, parce qu'un mandat de dépôt à la barre, vous le savez très bien, que c'est plutôt choquant quand on a un client qu'on défend. Par exemple, la raison qui a été donnée, c'est qu'il puisse passer l'anniversaire de sa fille. Oui, notamment, mais même parce que vous savez, il a été condamné, je crois que c'était le 25 septembre, si je ne m'abuse, et finalement, il a eu un mandat de dépôt différé, ça veut dire qu'il ne part pas tout de suite en détention. 2 autres coprévenus sont partis le soir même en détention. Un mandat de dépôt à la barre, je peux vous dire que pour un avocat et son client, c'est jamais très aisé, c'est vraiment l'appréhension, vraiment l'appréhension totale de l'avocat. Quand on plaide une affaire, si on voit arriver les policiers dans la salle d'audience et qu'on se dit « mon client va partir en détention », c'est une horreur. Parce que vraiment, ça peut même être très poignant. Parce que ça peut, bon. Donc c'est pour la raison pour laquelle il y a eu ce mandat de dépôt différé, pour qu'il s'organise pour des raisons multiples, et puis eu égard aussi à sa personnalité. Dans cette affaire, moi, ce qui me gêne, c'est la question de l'exécution provisoire, parce qu'il a fait appel, et donc il va être à nouveau jugé. La troisième chose, c'est que... Mais il n'est pas le seul.
c'est assez courant. Oui, alors la troisième chose, c'est que tout à l'heure, vous disiez, M. D'Almeida, que la justice est la même pour tout le monde, et c'est vrai, et heureusement, nous sommes dans un état de droit, et nous l'espérons. La seule chose que j'espère, moi, c'est qu'elle n'est pas plus dure pour certaines personnalités. Et c'est un peu le risque dans lequel on est un peu en train de pressentir que certaines personnes, parce qu'elles sont connues, ou parce qu'elles sont riches, ou parce qu'elles ont une notoriété, eh bien, j'ai l'impression que quelquefois, le régime qui leur est réservé, c'est comme elle fait valeur d'exemple. C'est-à-dire qu'elle a comme finalité, comme objectif, un peu de dire ce que vous avez dit, avec tout le respect que je vous dois, de dire, vous voyez, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, on va rappeler que Nicolas Sarkozy a des possibilités de recours qu'on va examiner ensemble tout à l'heure. Tout à fait. Il pourrait d'ailleurs faire une demande de remise en liberté relativement rapidement. Oui, mais si vous voulez, c'est le contre-exemple de la phrase de La Fontaine. Vous savez, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour seront noirs ou blancs. On veut nous démontrer aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Mais c'est très bien. On peut être touché. C'est très bien. Mais moi, vous savez, la question de l'exécution provisoire, je la conteste en tout état de cause, quel que soit le justiciable. Pierre Breton, un mot sur la cohabitation entre détenus, puisqu'on nous a expliqué que Nicolas Sarkozy serait placé à l'isolement. D'abord, l'isolement, ça veut dire on voit vraiment personne. Oui, on a une expression qui s'appelle « on voit que du bleu », parce qu'on voit que les tenues des surveillants. Maintenant, il faut que vous sachiez que le quartier d'isolement à la prison de la Santé, c'est, je crois, 8 cellules où on met les détenus les plus ingérables. Donc lui, il sera autour de lui des détenus. C'est-à-dire que dans la cellule d'à côté, il va avoir quelqu'un soit qu'on a estimé comme très très dangereux, soit comme quelqu'un de totalement ingérable. Moi, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui était à l'isolement, qui était quelqu'un qui avait pris 28 ans, qui avait 27 ans et qui avait violé et tué une femme de 76 ans handicapée. Et le gars, chaque fois qu'on ouvrait la porte de sa cellule, il agressait les surveillants, il leur jetait quelque chose, donc ils l'ont mis à l'isolement, puis après, il se le refilait de prison en prison. Donc, je trouve que, franchement, le mettre à l'isolement... Je vais juste vous donner un exemple. C'est le régime de Jubilard. Voilà. Nicolas Sarkozy a aussi quand même fait carrière sur cette image de fermeté. Il l'a souvent revendiqué face à la délinquance. Est-ce que des prisonniers pourraient aujourd'hui lui reprocher ? Non. Et lui dire Non, vous savez ce qu'ils vont... Non, moi, alors là, je connais vraiment bien la détention. Oui. Et vous savez ce que les prisonniers vont aimer ? C'est grâce à lui que le PSG a gagné la Ligue des Champions. C'est ça dont il Mais bien sûr, c'est le foot, c'est la Ligue des Champions. Vous voyez, tout à l'heure, vous montriez qu'il rentre avec des photos. Eh bien, je le rappelle, parce que c'est important, c'est à lui qu'il le doit, ça. C'est moi qui lui ai demandé lorsqu'il était président. D'avoir la possibilité d'avoir quelques petites affaires personnelles. Oui, parce que quand j'avais été détenu de 96 à 97, j'ai pas pu signer le carnet de notes de mes enfants. Et je trouvais que c'était pas logique. Et M. Delarue, qui était à l'époque contrôleur général de la prévention de liberté, m'avait sollicité en me disant « j'y arrive pas ». Et donc, Nicolas était président et je lui avais dit. Et c'est lui, vraiment lui, qui a fait en sorte que cette décision soit prise. Voilà. Fabrice D'Almeida, en tant qu'observateur, l'image de la France avec un président qui part en détention, c'est quelque chose qui est commenté par les intellectuels, par les experts, ailleurs, ou c'est quelque chose qui, finalement, fait partie aujourd'hui de notre civilisation ? Non, on est regardé, mais on est regardé comme tous les pays sont regardés. Dès qu'un chef d'État est arrêté, pensez à Lula... Pensez à Bolsonaro, pour prendre le Brésil, mais il y a quantité d'États sur la planète où un président ou un Premier ministre a été placé en détention. En Allemagne, il y a eu Egon Krenz, vous savez, l'ancien chancelier de la DDR. De la DDR, voilà, qui avait été, il avait été arrêté, il a passé 6 ans en prison. Donc, il y a un peu partout, il y a ça. Alors, il y a des pays, effectivement, où il n'y a pas d'exemple de président ou de Premier ministre qui a été condamné. Je crois que la Grande-Bretagne n'en a pas, je crois que les États-Unis n'en ont pas. Même si le prince Andrew, on l'a appris hier. Mais le prince Andrew n'est pas encore en détention. Ni roi, ni chef d'État, ni Premier ministre. Donc, il restera de toute façon en dehors de la cible. Mais c'est vrai que c'est toujours une nouvelle importante. En plus, la France est un pays important. Nicolas Sarkozy a eu un rôle international. Rappelez-vous la crise géorgienne, rappelez-vous la crise financière internationale, le rôle d'impulsion qu'il a eu. Donc oui, effectivement, c'est regardé. Et puis, il a beaucoup de partenaires à l'étranger, de pays avec lesquels il avait établi des relations assez fortes. Donc oui, c'est regardé, c'est étudié. Alors,
ça nous met dans une situation où on a parfois l'air d'être un peu plus le pays de l'exception, parce que quand on réfléchit à la journée d'aujourd'hui et à celle de demain, enfin, tout est exceptionnel. L'ensemble des nouvelles qui se cumulent avec le Louvre et avec Nicolas Sarkozy, on a vraiment l'impression que c'est voilà, tout d'un coup le budget paraît presque secondaire et ne constitue pas vraiment une actualité. Alors on va revenir au fond du dossier ensemble, si vous voulez bien. Nicolas Sarkozy pourra déposer une demande de remise en liberté. À partir de quand et qui en décide? Les explications de Nathalie Pérez. Dès la première heure de son incarcération, il pourra demander une mise en liberté provisoire. Dès qu'on est écroué, on peut formuler une demande de mise en liberté qui sera examinée par la Cour d'appel. Il ne faut pas qu'il y ait un risque de fuite, il ne faut pas qu'il y ait un risque de pression sur les témoins ou les victimes, un risque de concertation frauduleuse entre les complices ou les co-auteurs, par exemple. Et si ces risques-là n'existent pas ou n'existent plus, eh bien, la juridiction peut décider la remise en liberté. Les magistrats ont jusqu'à 2 mois pour répondre à cette requête. Si la décision lui est favorable, l'ancien président de la République pourrait sortir avant Noël et comparaître libre à son procès en appel, prévu en mars prochain. Ce qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est un régime exceptionnel pour les présidents ou est-ce que c'est le cas pour tous les détenus? Non, c'est pour tous les détenus. Il a fait appel, donc il est à nouveau présumé innocent. Il va faire, donc dès qu'il va être placé sous écrou, ses avocats vont former ce qu'on appelle une demande de mise en liberté, qui va être examinée, comme l'a dit votre commentateur, dans les 2 mois. Et cette demande est examinée à l'aune d'un article du Code de procédure pénale qui s'appelle l'article 144 du Code de procédure pénale, qui en fait examine un certain nombre de critères du type est-ce qu'il y a un risque de concertation entre d'éventuels complices, de pression sur les témoins, d'évasion, de faire disparaître des preuves, étant entendu qu'on sait très bien, enfin c'est tout le paradoxe, que l'affaire pour laquelle il a été jugé est une affaire extrêmement ancienne, puisque je crois que ça date des années où il était ministre. La prévention ne concerne même pas quand il était candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire il y a eu mandat de dépôt, exécution provisoire, parce que, eu égard à la gravité des faits, mais en revanche, la demande de mise en liberté, elle va se faire sur le fondement, à la lumière de ce qu'on appelle les dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale. Et donc, c'est un peu le paradoxe. A priori, la Chambre de l'instruction devrait le remettre en liberté, enfin, de mon point de vue, assez rapidement, parce que les critères de l'article 144, on n'y est pas. Pour être clair, on lit parfois sur les réseaux sociaux, mais pourquoi il ne fait pas appel à Emmanuel Macron pour demander une grâce? On ne peut pas demander une grâce quand on n'est pas complètement jugé, c'est ça? Oui, il y a ça. Et puis, ce que j'ai entendu dire, je crois qu'il a aussi à cœur de démontrer son innocence. Donc, demander une grâce, ce serait une façon de dire, eh bien, en fait, voilà, lui, il a, je crois, ce désir de démontrer qu'en fait, il a été condamné à tort. Demander une grâce présidentielle, ça veut dire accepter sa peine et demander en fait une mesure de clémence, ce qui n'est pas tout à fait dans la logique de sa stratégie de défense, puisque lui vraiment il clame son innocence. D'ailleurs, il a dit qu'il allait apporter en détention le comte de Monte Cristo, je crois, les deux tomes d'Alexandre Dumas. Donc ça veut dire que, vous voyez, il y a tout un symbole dans tout cela. Voilà, c'est intéressant. Pierre Breton, il est question de demander une libération. Cette libération, on l'attend comme un horizon en se disant « je supporte, mais je vais sortir prochainement » ou c'est une mesure avant tout juridique? La prison, c'est un combat contre le temps. Vous faites rien. C'est-à-dire que là, il va passer 23 heures sur 24 en cellule. Imaginez-vous être enfermé dans une pièce 23 heures sur 24. Il faut que vous l'imaginiez, il faut que les téléspectateurs l'imaginent. Alors, de temps en temps, il va avoir un parloir, 3 fois par semaine, parloir avocat. Il peut, par exemple, pas avoir son dossier dans sa cellule. Vous voyez ? Donc, tout change. Tout change. C'est-à-dire que là, il peut parler dans les médias, il peut organiser des choses. Quand vous êtes incarcéré, tout change. Vous n'êtes plus rien. D'ailleurs, c'est très symbolique que vous fassiez cette photo avec votre numéro d'écrou, parce que c'est un message qu'on envoie. Vous êtes un numéro d'écrou. Donc, absolument tout change. Alors ensuite, moi, je vais commencer à vous dire que je suis un peu un vieux détenu. Moi, j'en ai déposé aucune de demande de mise en liberté. Pourquoi ? Parce que je voulais pas lutter contre... Je voulais pas attendre ça. Voilà.
J'ai refusé le bracelet électronique, j'ai refusé tous les aménagements de peine, voilà. Et je suis sorti, j'étais exactement dans le même cas, appel et ainsi de suite, et je suis sorti, je devais plus rien à la justice. Voilà, j'ai fait ma peine, terminé, au revoir, ciao. Lui, c'est pas le même cas, c'est la première fois qu'il rentre en prison, et moi je me rappelle la première fois, effectivement, mais là j'avais un juge d'instruction, qui était le juge Courroy, là effectivement, à chaque audition, j'en ai eu 92, à chaque audition, vous espérez qu'en face du juge, vous espérez à la fin de l'audition, monsieur le juge, je sors quand ? Et ce souvenir-là fait que la deuxième fois, j'ai dit, je veux pas revivre ça. Et donc, j'ai dit à mes enfants, c'est dur pour la famille surtout. Et c'est dur pour votre avocat. Parce que moi, j'avais Maître Temim, qui est un très, très grand avocat. Merveilleux. Et Maître Temim, je me rappelle, lors de l'audience pour placer la cour d'appel, le président lui dit, alors il y a une demande de mise en liberté, je crois. Et j'avais dit, moi, à Hervé, non, j'en veux pas. Et il s'est retourné vers moi. Et il m'a dit, vous m'empêchez de faire mon métier d'avocat. Il a rangé ses affaires, il est parti furieux. Et donc, si vous voulez, mais je vous assure que ce que va vivre Nicolas Sarkozy, comme ce que vivent tous les détenus qui sont en attente, c'est absolument dingue. Parce que vous avez la pression de la famille. Vous voyez, la famille qui vous dit, quand est-ce que tu sors ? Mais là, tu seras plus là. Moi, je me rappelle une fois, parce que Hervé Temim m'avait dit, il y a peut-être une fenêtre où on va pouvoir... Je me rappelle être allongé dans la cour de promenade, entendre les bruits horribles de la prison, le ballon qui tape fort, les gars qui parlent, les gars qui hurlent, et dire peut-être que demain, ça ne sera plus. Et j'ai décidé que non. J'ai décidé de subir ça. Donc, il va être seul avec le temps. Et je vais vous donner juste un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Belle du Seigneur. Oui. Très bien. Moi, il m'a fait 3 jours. Tellement on s'ennuie. Tellement vous n'avez rien à faire. Tellement vous n'avez rien à faire. Alors demain soir, il y a un match du PSG, j'espère qu'il va le regarder. Mais tellement vous n'avez rien à faire, tellement vous êtes seul. Et puis le bruit. Et ce qu'il faut savoir, c'est on dit il va pas rencontrer de détenus. Non, il va pas rencontrer. Mais il a un gars à côté et un gars de l'autre côté de la cellule. Il a 2 gars à côté qui vont ouvrir les fenêtres le soir et qui vont parler. Parce que eux aussi, ils sont à l'isolement et eux aussi, ils ont besoin de s'exprimer. Vous savez, un jour, j'étais avec Carlos. Il y a très longtemps, Carlos était en dessous de nous. Carlos, le terroriste. Et il hurlait. Je vous assure que c'est vrai. Il hurlait. Est-ce qu'avec son accent espagnol, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien me parler ? J'ai encore ça 30 ans après dans la bouche. C'est très dur. La prison, c'est très dur. C'est très, très dur. Mais c'est très dur pour tout le monde. Alors justement, c'est très dur pour tout le monde, mais lorsqu'on est un détenu avec une certaine notoriété, est-ce que les autres détenus que vous croisez, alors pratiquement jamais, puisque vous avez expliqué qu'il y a l'isolement, mais est-ce que par exemple les gardiens se comportent un peu différemment ? J'allais dire, est-ce qu'on peut solliciter un tout petit peu de bienveillance ? Mais il n'aura pas à le solliciter parce que je pense qu'il va être très respecté par les gardiens. Vous savez, moi j'étais avec Bob Denard, vous voyez qui c'est ? C'est un mercenaire. Bob, il obtenait tout ce qu'il voulait des gardiens, absolument tout. Et puis les gardiens sont très corrects. Je vous assure, les gardiens sont très très corrects. Parfois, ils sont gênés de vous demander de faire une fouille. Ils vous disent, bon, monsieur Botton, on va faire la fouille. Et moi, je me rappelle, j'avais une fouille tous les 15 jours. Ils disaient, monsieur Botton, on va faire la fouille. Bon, ils étaient gênés. Donc, absolument pas, il y aura pas ce problème-là. Il n'y aura pas tous ces problèmes-là. Ensuite, vis-à-vis des détenus, tout dépend de l'attitude que vous avez. Si, quand vous en croisez un, vous lui faites un bras d'honneur, ça va mal se passer. Si vous, alors moi, c'est un peu différent puisqu'il savait tout ce que j'avais fait pour les détenus et pour la détention. Mais si vous voulez, j'étais avec Georges Tron, par exemple. Georges, il était juste extraordinaire en prison. Mais pourquoi ? Extraordinaire. Parce que toujours droit, toujours les chaussures, toujours monsieur, rendant des services aux uns et aux autres, écrivant des choses, comportant, il est très fort, c'est un très grand juriste, conseillant les gars, il était hyper respecté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est un ancien ministre, il était très respecté. Donc tout dépend de l'attitude que vous allez avoir. C'est ça qui est important. Mais juste pour comprendre, parce que ce que vous venez de dire sur Georges Tron, il n'était pas à l'isolement alors ? Non, Georges, il était avec nous au quartier des Vulnérables. D'accord. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est pas un reproche, hein, monsieur, c'est juste que les gens ne connaissent pas la prison. Quand il va aller au parloir avocat, la prison de la Santé, elle est faite pour 770 places, il y a 1400 détenus. Il y a 45% d'absentéisme de surveillants. Ça vous donne juste une idée
que quand il va vouloir aller au médical ou au parloir avocat, il va falloir trouver pas un surveillant, mais 3, parce qu'il va être accompagné au départ par 3 surveillants, comme je l'ai été, pour l'amener au parloir avocat. Et au parloir avocat, maître, vous avez dû aller dans les parloirs. Est-ce que vous attendez ou vous attendez pas? Si quand même on attend, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que les avocats, c'est pas un reproche, maître, mais n'aiment pas venir voir un détenu en prison parce que on attend que l'avocat soit là. Voilà. C'est-à-dire que vous voyez votre client 20 minutes. Oui. Et vous restez minimum 1 heure dans la prison à attendre qu'il parte. Ça dépend. Parfois, on arrive, ils ne sont pas en promenade. Enfin, encore faut-il arriver au bon moment, qu'ils ne soient pas en promenade. Mais maître, c'est très important de vous expliquer ça. Parce que les gens, ils pensent que l'avocat, il arrive, hop, le gars est là. Pas du tout. Alors, maintenant, les choses ont un peu évolué parce que nous adressons un mail à la maison d'arrêt, à l'administration pénitentiaire, pour dire, voilà, je vais venir rendre visite à monsieur un tel, numéro d'écrou, à telle heure, enfin, tel créneau horaire. Et donc, de façon à ce qu'ils mettent la personne à disposition, entre guillemets, et qu'elle ne soit pas en promenade ou en visite, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut jamais, c'est jamais... et que vous attendez. En tout cas, vous avez tout à fait raison, monsieur, quand vous dites qu'il faut saluer le personnel de l'administration pénitentiaire, parce que ce sont vraiment des gens qui font un travail très difficile et ils sont souvent remarquables. Et qui le font bien. Ils sont souvent très gentils. Excusez-moi, mais pour reprendre, quand il va aller au parloir avocat, on va vider le parloir avocat. À la santé, je ne sais pas si vous êtes à la santé, il y a 10 ou 12 cabines. Ça veut dire que les autres détenus vont attendre un peu plus longtemps. Ça, c'est pas possible. Je vous propose pour aller plus loin, qu'on écoute 2 témoignages. Alors, ce sont des témoignages qui datent, mais qui sont importants et qu'on a voulu vous montrer. Le premier, c'est Loïc Le Floch-Prigent, ancien patron d'Elf, condamné pour abus de biens sociaux. Le second, c'est Olivier Spitakis, ancien patron de l'AMNEF, la mutuelle étudiante. Il avait été condamné pour abus de confiance. Ces interviews réalisées en 2002, mais qui vous donnent une idée de ce que les personnes qui sont en prison vivent. C'est la prison, c'est l'isolement. Bon, d'accord, on est seul dans la cellule, c'est peut-être un avantage. On a droit à des douches plus que d'autres, c'est peut-être un avantage, mais le reste, c'est la prison. Les cafards sont les mêmes pour tout le monde. L'eau froide est la même pour tout le monde. Les problèmes relationnels avec l'environnement, nos familles sont malheureuses, ou ont été malheureuses comme les autres. Pour tous les détenus, madame, messieurs, la relation à la famille, elle est centrale, elle est essentielle, parce que c'est ce qui vous retient avec la vie qui continue dehors. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est extrêmement douloureux pour les familles. Et c'est vrai que souvent, ils sont particulièrement soucieux de savoir quand est-ce que leur parent incarcéré va sortir et quand est-ce qu'on va faire une demande de mise en liberté, quand est-ce qu'on va pouvoir éventuellement avoir gain de cause. J'imagine que vous avez des familles qui font une pression permanente. Il y a 2 types de détention. Il y a la détention provisoire en attente du jugement et il y a la détention une fois le jugement prononcé. Et là, on est dans une détention en fait provisoire puisqu'il a fait appel et qu'il attend justement le jugement. Même s'il y a une première condamnation qui a été rendue, mais comme elle a fait l'objet d'un appel, finalement, il est dans ce statut de la détention provisoire, en quelque sorte. Les familles, c'est très dur. C'est très dur parce que le parloir dure 45 minutes. Moi, j'ai entendu une gosse hurler d'un détenu dont je me rappelle le nom encore, je ne veux pas le dire ici, parce qu'on l'enlevait des bras de son papa. Et je vais vous donner un autre exemple, mais une de mes filles n'a pas pu rentrer parce qu'elle sonnait au portique et personne ne lui a dit que c'était l'armature de son soutien-gorge. Et elle n'a pas pu assister au parloir. Et j'ai eu ce qu'on appelle un parloir fantôme, donc j'ai appelé sur le téléphone fixe et je l'ai appelé et j'ai eu ma fille en larmes, et ça, c'est des choses que vous ne vous pardonnez plus jamais. Bien sûr. Alors, que le détenu d'ailleurs soit célèbre ou qu'il soit anonyme, ils peuvent souvent compter sur le soutien de leurs proches, de leur famille. Pour Nicolas Sarkozy, il pourra même compter sur le soutien sans doute de ses amis politiques qui appellent même demain matin à une petite réunion devant son domicile, au moment où il va se rendre, ce voyage vers la santé. C'est une initiative que certaines parties civiles regrettent amèrement. Je vous propose de voir ce reportage de Chloé Tixier. Dans moins de 2 jours, Nicolas Sarkozy sera derrière les barreaux. Mais il assure rester combatif. Je n'ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la santé.
L'ancien président, qui a reçu le soutien de ses fils, Louis Sarkozy, a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux en forme d'hommage. La vie, c'est une succession de renaissances. Rien n'est jamais terminé. Avec cette vidéo, un appel au rassemblement mardi matin à proximité du domicile de l'ancien président. Son fils assure que cela n'a rien de politique et que c'est simplement un geste de soutien. Une démarche spontanée, confirme un proche de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas non plus un prévenu ordinaire. Il a lutté toute sa vie contre le terrorisme, il a lutté toute sa vie contre la criminalité, et il se retrouve là dans un univers très hostile. Et donc les gens veulent exprimer leur soutien et leur amitié à l'endroit de l'ancien président de la République. Mais cette vague de soutien interroge et attire les critiques des parties civiles au procès, comme Danielle Klein. Elle a perdu son frère lors de l'attentat organisé par le régime de Kadhafi. Je trouve ça grotesque et je trouve ça assez insultant. Ça rajoute un peu quelque chose au préjudice qu'on ressent en tant que victime de terrorisme. Nicolas Sarkozy, il a quand même un statut particulier en tant qu'ancien président, c'est que tout le monde a un avis sur sa détention, ce qui n'est évidemment pas le cas dans 99,9% des procès. Ça, c'est lourd à porter. En plus, il y a un message là-dedans où il faut qu'il en fasse totalement abstraction. Non, il y a plusieurs dimensions. Et, enfin, je laisse de côté vraiment la question de sa condamnation. Oui, parce que de toute façon, il y aura un appel et encore une fois, c'est la justice qui doit se prononcer. Et d'ailleurs, même si en discours il s'est opposé, de fait, il se soumet et il va en prison. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Mais c'est vrai qu'un ancien président qui a été... En plus, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Son élection, c'est 2007. Il y a eu tout un mouvement de population autour de lui, toute une mobilisation. Il a des amis qui sont encore là. On en a vu quelques-uns à l'image. Donc, c'est vrai que ça suscite une émotion particulière. En ce sens, la condamnation, elle est celle que n'importe quel homme pourrait avoir, mais la situation n'est pas une situation anodine. D'ailleurs, on a dit, elle est commentée à l'extérieur, elle est commentée à l'étranger. Mais ce qui me paraît... moi, je comprends l'idée de ces enfants de vouloir se regrouper, se mobiliser avec quelques amis. Après, je trouve regrettable de critiquer la manière dont il a critiqué les magistrats. Je trouve que, enfin, je pense que c'était pas de bonne politique pour lui, et je pense que c'était pas de bonne politique pour nous, en fait, collectivement, au sens pour notre République. Mais l'idée de le soutenir, l'idée que ça, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Enfin, c'est de la même manière qu'une famille se réunit avant un événement grave pour se porter affection. Ben, c'est pareil, ses amis et sa famille se réunissent. J'y vois pas, en fait, une sorte de manifestation d'hostilité. J'y vois, pour le coup, maintenant, vu le moment où on est, vu la soumission visible, j'y vois plutôt, oui, un geste d'humanité de gens qui l'apprécient. Et ça me paraît pas choquant. Madame, a-t-il eu tort de se prononcer sur la justice dans des mots quand même relativement sévères? On a le droit de donner un point de vue, heureusement. Encore. Mais on a le droit de dire pas ce une qu'on décision pense. de justice. Si, on a le droit de commenter une décision de justice. Voilà, après, c'est son point de vue. On a le droit de commenter une décision de justice. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'attaquer les juges. Mais ça, c'est... voilà. Mais commenter une décision, dire ce qu'on en pense, voilà, on a le droit, voilà, de dire, de commenter. Oui, c'est bien sûr. Je crois que tous les jours, des tas de gens commentent des décisions de justice. C'est pas. D'ailleurs, vous savez, parfois, dans nos revues spécialisées, on a des commentaires d'arrêt. Et alors, c'est sûr que c'est assez technique, mais on peut. Voilà, encore une fois, dans cette affaire, si vous voulez, moi, je peux pas me prononcer sur le fond du dossier. Je le connais pas. Donc comme ça, c'est réglé. On a la question de la fameuse association de malfaiteurs dont nous savons, nous, en qualité d'avocats, que c'est un peu une notion fourre-tout et qui est assez contestable. Mais après, s'applique-t-elle, ne s'applique-t-elle pas à cette affaire en l'occurrence? Ça, je crois que, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas me prononcer. Je vous ai dit, moi, mon seul souci, c'est la question de l'exécution provisoire, mais que je conteste en tout état de cause, c'est-à-dire pas que pour M. Sarkozy, c'est-à-dire que c'est quelque chose, de même que la question de la prison. Si vous deviez m'interroger sur la question de ce que je pense de la prison, je suis assez contre la prison. En tout cas, l'exécution provisoire entre nous, c'est 80% à peu près des condamnations en première instance. Pas forcément. Alors, en matière civile, oui. Alors. En matière pénale, plus rarement.
parce que, eu égard au contexte, en matière civile, c'est devenu, il y a même une règle qui s'applique notamment en matière familiale. Et je peux vous assurer que quelquefois, ça fait des dégâts. Parce qu'on a des exécutions provisoires sur des décisions qui mettent en cause des structures familiales, qui posent problème. Donc vous, globalement, vous pensez que l'exécution provisoire, on devrait la réserver non, parce que je considère que ça met en échec le second degré de juridiction. C'est-à-dire que finalement, à quoi sert le second degré de juridiction, c'est-à-dire le fait de faire appel, si la première décision s'applique nonobstant cet appel, et qu'en fait, finalement, arrivé à l'appel, quelquefois, on ne peut pas réparer les effets. Alors, on a une possibilité en matière civile, c'est de demander devant le Premier président la suspension de l'exécution provisoire, en disant, on demande la suspension de l'exécution provisoire parce que si d'aventure la Cour d'appel infirme la décision de première instance et qu'elle a déjà produit ses effets, ça risque d'être compliqué, vous comprenez ? Mais on a dit tout à l'heure que Nicolas Sarkozy peut matière pénale, on peut pas le demander sa remise en liberté. Il y a un délai de 2 mois pour l'étudier. Mais ça, c'est distinct. C'est-à-dire qu'en matière pénale, on ne peut pas demander la suspension de l'exécution provisoire. On ne peut pas dire on fait appel, Monsieur le Premier Président, est-ce qu'on peut avoir la suspension de l'exécution provisoire ? Parce que vous comprenez que si la Cour d'appel infirme et que monsieur était en détention, comment vous allez réparer tout cela ? Ça ne se fait pas. En revanche, et en plus, il faut que la peine commence à s'exécuter, c'est-à-dire qu'il y ait le placement en détention et la mise sous écrou pour que, dès la première minute, on puisse aller former une demande de mise en liberté, ce qui va être le cas. Je voudrais que pour les 10 dernières minutes, on s'intéresse à la sortie puis à la dimension politique. Pierre Botton, la sortie, est-ce que c'est un deuxième traumatisme ? Non, on a cette phrase, les détenus, c'est la prison c'est dur, mais la sortie c'est sûr. Voilà, donc il sera sûr de sortir. Donc on vit avec ça. On vit en cours de promenade, on vit quand il y a des moments difficiles, on vit avec ça. À Noël, c'est terrible, hein, les vacances, même là, les vacances de la Toussaint, c'est dur parce que je sais pas comment, la prison tourne au ralenti, vous voyez, je veux dire, elle tourne au ralenti, donc c'est beaucoup plus dur, les week-ends sont très durs. Ensuite, non, la sortie, c'est... Mais vous savez, ce qu'on se dit également, on dit tu es sûr de sortir quand tu es sur le trottoir, parce que tellement de fois, on vous fait croire que vous allez sortir. Je vous assure, hein, c'est très dur. Quand je vous dis que c'est très dur, c'est très dur. C'est pour ça que souvent, je reprends Club Med, quartier VIP, je me rends fou furieux. La prison, c'est très, très dur. Au final, vous avez passé un peu plus de 4 ans en prison. Est-ce que cette expérience traumatisante a changé votre regard sur les détenus et presque vos conceptions politiques ? Alors, mon regard, oui, puisque je mène un combat je mène un combat justement parce que je pense que des gens comme... Nicolas, comme le gars qui a un défaut d'assurance et qui est bourré et qui, avec sa bagnole, je pense qu'il y a tout un ensemble de peines ou mettre en prison ne sert à rien. Mais même un petit dealer qui paye sa consommation, vous voyez. Et tout ça est très, très mal fait parce qu'en même temps, là, vous branchez sur un truc, je vais essayer de faire court. Mais vous le mettez en plus au milieu d'un endroit où c'est rempli de drogue. C'est rempli de violence, où le droit n'est pas respecté. Le risque, c'est que... Mais c'est pas le risque, c'est soit entouré de... Mais attendez, monsieur, excusez-moi, c'est ce qu'on voit tous les jours. Vous voyez tous les jours les gars recruter des petits délinquants pour devenir des tueurs. C'est tous les jours maintenant, aujourd'hui. Moi, j'ai alerté ça. Bon, donc je vous dis, oui, ça a changé mon regard sur la prison. Oui, j'aimerais que les gens s'en occupent beaucoup plus. Quand je dis les gens, c'est la société. Parce que c'est pas du tout pour excuser... vous voyez, souvent, je dis c'est les gamins, alors après, je reçois... Mais si vous voulez, en fait, c'est des gens qui sont... C'est des gars qui ont été complètement paumés depuis l'âge de 10 ans. Depuis de 10 ans. Moi, je les ai côtoyés. Je ne suis pas en train de vous faire des rapports d'experts à la con. Je les ai côtoyés, les gars. Et les gars, vous voyez, quand je les prenais un peu sous mon aile, voilà, et ça... Vous voyez, donc si tout le monde s'en occupait, s'il y avait un boulanger qui s'occupait d'un gars, je vous dis pas les tueurs et les violeurs, je vous dis pas ces gens-là, je vous dis les petites peines, c'est juste 60%. Et ensuite, on met, excusez-moi, mais on met Nicolas Sarkozy dans une prison où il y a des murs comme ça, où il y a des mesures de sécurité de tous les côtés, il va s'échapper. C'est le régime, il est au même régime que les autres détenus. Et c'est une connerie. Vous ne parlez pas comme ça, mais moi je parle comme ça. Et c'est une connerie. Parce qu'il y a 70% des détenus, vous laissez la porte ouverte, ils ne sortent pas. Fabrice d'Almeida, un président de la République en prison, est-ce que ça peut changer globalement
le regard de la société en tant qu'historien. Est-ce que finalement, des personnalités qui vont en prison, ça modifie le regard de toute la société sur la prison ? Je crois que ça a un peu joué, parce qu'il y a eu le cas de Pierre Botton. À la même époque, il y avait Loïc Le Floch-Prigent. Et d'ailleurs, vous êtes un peu une génération qui a décidé de prendre la parole et de dire ce qu'ils avaient vécu et d'attirer l'attention sur l'état de vétusté des prisons françaises, leur surpopulation, l'aspect hyper malsain. Mais ce qu'il y a de très frappant, c'est que très vite, ça retombe. Et que malgré le fait qu'il y ait plein de personnalités qui soient visiteurs de prison, malgré, j'allais dire, quantité de mouvements intellectuels qui, depuis les années 70, rappelez-vous le philosophe Michel Foucault, le GIP, tout ça, malgré tout, on se rend compte que ça s'améliore, mais très, 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 très lentement. Alors, une des résistances, c'est aussi peut-être le fait que on ne veut pas construire de prison. C'est-à-dire que les municipalités n'en veulent pas. Une partie de l'opinion voudrait qu'on en construise, mais il y a des quantités de motifs qui font qu'on bloque, ce qui permettrait peut-être de moderniser et de diversifier les types de centres de détention et donc d'avoir peut-être une manière de regarder les peines qui soit différente. Quand même, le grand progrès pour moi, c'est le fait qu'on ait admis les bracelets électroniques. C'est autant de personnes en moins dans la stricte détention. Parce que là où je suis entièrement d'accord avec Pierre Botton, c'est que je crois que la détention est réservée vraiment aux nuisibles. Au nuisible qui peut recommencer, et c'est comme ça qu'on doit la concevoir. Après que ça devienne une peine au sens d'une punition, je pense que pour des choses plus petites, c'est pas forcément la punition adaptée. C'est pas forcément la punition qui permet aussi ensuite la réinsertion. Donc, je crois qu'il faut essayer de se battre pour accroître la diversité des peines possibles et des formes de détention possibles. Alors justement, madame, messieurs, je voulais vous montrer une une de journal que vous avez forcément vue. Elle date d'hier. Nicolas Sarkozy à la une de la Tribune qui dit « Je n'ai pas peur ». Pierre Botton, il se leurre. Il faut avoir peur. Non, il a raison. Non, il n'a pas à avoir peur de la prison, pas du tout. C'est dur, voilà, mais il n'a pas à avoir peur. Non, ce qui est douloureux, ce qui va être très douloureux, c'est... il a une petite de 13 ans. Hein. 14 depuis hier. Une petite de 14 ans. Voilà, c'est dur. Il y a l'école, il y a tout ça. Pour Pierre et Jean, moi, que j'aime beaucoup... c'est des garçons très sensibles, c'est dur. Après, ils gèrent ça comme ils l'entendent, vous voyez, je veux dire. Je crois quand vous voyez la réunion et tout ça, chacun gère ces moments-là comme on l'entend. Il y en a qui rentrent bourrés, il y en a qui rentrent drogués, il y en a qui rentrent... vous voyez, ils rentrent avec quelque chose sur Dieu. Moi, je suis devenu très croyant en prison. Madame, vous qui avez eu des dizaines, des centaines de clients, est-ce que lorsqu'on a peur, c'est pire ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Moi, la seule réponse que j'ai, c'est que je rejoins ce que disent messieurs sur le plateau, c'est que je considère que la prison, elle doit rester exceptionnelle. D'ailleurs, c'est ce que dit notre procédure pénale. La liberté est le principe, la prison est l'exception. Donc déjà, premier point. La deuxième chose, c'est qu'on doit multiplier, vous avez parfaitement raison, ce qu'on appelle les peines alternatives à la détention. La troisième chose, c'est que vous avez également raison, c'est que je considère que la prison devrait rester réservée à des individus dangereux, notamment à tout ce qui est finalement des gens qui portent atteinte à l'intégrité physique, et que un certain nombre d'infractions devraient rester finalement du domaine de la peine alternative, de la peine d'amende. Mais ce que vous dites là, c'est pas populaire actuellement. On entend beaucoup. Il faut mettre les gens en prison. Eh bien, voyez-vous, les choses qui sont vraies sont pas forcément populaires parce que les gens ne connaissent pas, parce que souvent c'est plutôt du populisme et qu'on pense que la justice est laxiste et la justice n'est pas laxiste. On pense que la prison c'est le Club Med, comme vous dites, et la prison c'est pas le Club Med. C'est extrêmement difficile. Tous les gens qui m'en ont parlé dans des termes extrêmement durs. Ça abîme. Sérieusement, c'est l'école du crime, vous avez raison, ce sont des jeunes qui arrivent en détention, même des mineurs, parce que je rappelle qu'il y a aussi la prison pour mineurs, et ou de jeunes majeurs, et qui vont fréquenter, même s'il y a des quartiers, même si on essaye de ne pas mélanger tout le monde, mais qui vont fréquenter d'autres gens et qui vont en sortant avoir des difficultés pour plusieurs raisons. C'est pas forcément parce qu'on va les recruter, mais c'est aussi parce que finalement il y a des conséquences à cet emprisonnement sur le plan psychique. Et qu'en sortant, il y a comme une révolte, une rébellion, un dégoût finalement, qui fait qu'ils vont passer dans des petites délinquances et que la réinsertion est souvent extrêmement difficile. Donc il faut travailler sur tous ces terrains. Vous avez raison, maître, voilà. Et vous voyez bien, alors évidemment je ne veux pas comparer, mais vous voyez bien la réaction de Nicolas.
c'est pas une réaction d'acceptation. Hein. C'est une acceptation de révolte. Or, cette acceptation de révolte, moi, je l'ai beaucoup rencontrée chez les détenus. Je ne veux pas comparer les choses. Je répète, il est présumé innocent et voilà, il est ancien président de la République. Quand vous entendez Pierre Breton, il faut emprisonner davantage, les juges sont laxistes, qu'on vient d'entendre tout à l'heure, ça vous choque? Non, moi, à la limite, je suis pour les petites peines, mais pas dans les conditions actuelles. C'est dément. Mais écoutez, ça fait des années que je parle de ça. Et puis, je disais, Paris, Lyon, Marseille, vous allez voir, mais maintenant c'est partout. Il y a du trafic de drogue de partout. Il y a des gars avec des flingues de partout. Il y a des kalachnikovs de partout. Vous avez des gens qui se font tuer dans leur chambre, des étudiants qui se font tuer dans leur chambre. Vous avez des délégués collatéraux partout. Mais je comprends pas. Les gens ne réagissent pas, ils ne comprennent pas. Un mot, l'alternative, c'est le bracelet électronique, par exemple. L'alternative, c'est de construire... La prison à domicile. Non, pas du tout. L'alternative, c'est construire des prisons à structure très légère, où on peut passer 6 jours, où on est encadré, où on comprend les choses, où on explique les choses. Par exemple, moi, je suis pour les tests salivaires. Si le gars, pendant 3 semaines, il fait en sorte de ne pas être shooté, ben là, on lui enlève un peu de peine. Ça, c'est intelligent. Les prisons aujourd'hui, c'est tout sauf intelligent. Messieurs, madame, merci beaucoup pour ce débat qui était passionnant. Je pense qu'on est allé plus loin que la simple information et ça nous a permis de réfléchir sur ce qu'est la prison aujourd'hui dans notre société.